YouTube. Reportage, enquête, analyse, décryptage, commentaires. L'information, la bonne, regardez BNews 1. La chaîne de l'information sur l'Afrique, l'actualité du continent africain. BNews 1, au cœur de l'information. BNews 1, le tam-tam du continent. BNews 1, le tam-tam du continent. BNews 1, au cœur de l'information. BNews 1, le tam-tam du continent. La tribune du continent, mesdames et messieurs, merci de nous retrouver dans le cadre de cet autre rendez-vous de l'analyse et de l'information sur votre chaîne de télévision. Vous êtes bien sur BNews 1. L'émission, c'est donc la tribune du continent, votre magazine d'information et d'analyse de l'actualité africaine. Et cette fois-ci, nous aurons trois grosses interrogations pour trois thématiques majeures. D'abord, la sécurisation et le sauvetage du bassin du lac Tchad. Quel avenir pour les résolutions d'Abuja au Nigeria? Ensuite, Afrique subsaharienne. Que peuvent l'Union africaine et ses partenaires face aux éternels coups de force? Et nous mettrons donc la clé sous le paillasson à travers la troisième thématique du soir. On parlera donc de ces génocides en Afrique et que comprendre donc des aveux de la France et de l'Allemagne. Voilà qui vont fédérer cette émission de ce soir, la troisième livraison de ce mois de mai. Et pour analyser toute cette actualité avec nous, nous avons trois invités sur le plateau. Henri Diabaté Mandeng, qui est journaliste, historien et consultant permanent à cette émission. Monsieur, bonsoir. Bonsoir mon cher Constant Ecollet, je voudrais saluer tous les co-panélistes que vous allez présenter. Je voulais saluer les millions de téléspectateurs qui suivent la tribune du continent sur BNews 1. Saluer l'Afrique indépendante, restons optimistes, le bonheur c'est devant. Le bonheur, c'est donc devant l'Afrique positive. Il faut dire que dans le cadre de cette émission, nous aurons une incursion dans les communautés qui sont de savoir comment elles vivent avec les populations autochtones ou alors les populations qu'elles ont trouvées sur place. Nous aurons l'actualité donc des chancelleries et bien entendu, nous sortirons vers la fin de cette émission avec Afrique Innove. Il est question de faire un petit zoom sur les initiatives africaines et qui laissent croire, ou alors qui montrent qu'en Afrique, ce n'est pas que la misère, c'est aussi des innovations, l'Afrique positive, l'Afrique sur la voie du développement. Il est également avec nous en plateau. Lui, c'est Dr André-Marie Dimamou, qui est journaliste, écrivain, internationaliste. Merci d'être des nôtres. Merci de m'inviter. Bonjour. Bonjour à mes co-panélistes et surtout bonjour aux millions de téléspectateurs de BNews et aux fidèles abonnés de la tribune du continent. Ils ont donc l'habitude de le voir, ces millions de téléspectateurs dont vous parlez. Lui, c'est Vicenzo Guidjoy, il est ici avec nous tous les jours, il est juriste, il est également consultant à différentes émissions. C'est avec beaucoup de plaisir que nous vous accueillons ce soir sur le plateau de la tribune du continent. Bienvenue, merci d'être des nôtres. Bonjour Monsieur Constant Ecollet, merci pour l'invitation. C'est la toute première, j'espère également que ce n'est pas la toute dernière. Bonjour à mes co-panélistes, surtout bonjour aux inconditionnels de cette émission. Et comme on dit, ce ne sera donc pas la dernière fois parce que la traversée d'un cours d'eau nécessite la présence de tous les cailloux. Quand il n'y a pas de pont, les cailloux aident quand même à traverser les rivières le temps de la saison sèche quand on est sur les continents. Mesdames, Messieurs, merci de rester des nôtres. Puis, si vous avez convenance, nous allons marquer la première halte de cette émission pour prendre le pouls de l'actualité tel que traité cette semaine en raccourci avec Martin Bapongué et Loïc Nana. L'un des sujets phares inscrits dans l'agenda du sommet extraordinaire de la Commission du bassin du lac Tchad tenu le 25 mai à Abuja portait sur la situation au Tchad et son impact dans les pays voisins. Parlant justement de la situation sécuritaire et sociopolitique dans le pays depuis la disparition le 20 avril 2021 du maréchal président Idriss Déby Itno, les chefs d'État et de gouvernement de la CBLT ont pris l'engagement de soutenir le Tchad tant sur le plan politique que financier.
Des appuis multiformes qui vont contribuer à conforter sa posture de leader dans la lutte contre le terrorisme dans son ensemble et renforcer la pression militaire déployée par le pays jusqu'ici pour réduire à sa plus simple expression la secte djihadiste Boko Haram, source de malheur en zone sahélienne et autour du lac Tchad. À Goma, la vie reprend son cours après l'éruption volcanique du mont Nyiragongo. La coulée de lave descendue des flancs du volcan s'est arrêtée dans les faubourgs de la ville. Les populations qui ont pris la fuite après l'éruption soudaine samedi dernier, dans le but de se rendre à la frontière avec le Rwanda, regagnent lentement leur domicile. Les dégâts sont considérables. Dans l'agglomération de Buen, aux portes de la ville de Goma, les riverains déplorent la destruction de nombreuses habitations parties en fumée sous la coulée de magma. Jadis, l'un des plus grands lacs du monde, le lac Tchad s'est considérablement réduit pendant les 4 dernières décennies. Dans les années 1960, le lac couvrait selon les sources de 22 903 à 25 000 km². De nos jours, il couvre moins de 10% de la surface qu'il occupait ces années-là. La diminution massive de la surface du lac Tchad est principalement due à des pluies de plus en plus rares, des sécheresses dramatiques 1973, 1984 et 2008 et le déboisement. De nombreux riverains sont défavorables à sa remise en eau, l'assèchement ayant mis à nu des terres fertiles dont ils tirent de bons revenus. Arrêté le 20 mai dernier lors de l'incident qui a eu lieu à la suite de la visite de la délégation de la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, 7 étudiants ont été auditionnés ce lundi par le procureur de la République. Ils ont été placés sous mandat de dépôt par la suite. Ce sont ceux qui, selon la secrétaire générale du Bureau national de l'Union nationale des étudiants du Tchad, Frédéric Raikina Béaloum, ont été identifiés dans une vidéo faite lors de l'incident. Pour rappel, le 20 mai dernier, la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, accompagnée de sa délégation, a effectué une visite inopinée au campus universitaire de Toura. Elle a été prise à partie par des étudiants. Des véhicules de la délégation de la ministre ont été calcinés par des étudiants qui réclamaient la restauration de la bourse d'études. De Bamako à New York, les diplomates sont désormais à pied d'œuvre pour tenter d'aider le Mali à sortir de sa nouvelle crise politique majeure déclenchée par l'arrestation du président et du premier ministre de la transition. Alors que le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit en urgence ce mercredi à la demande notamment de la France, du Niger et de la Tunisie, l'ancien président nigérian Goodluck Jonathan est arrivé à Bamako ce mardi. Le médiateur de la CEDEAO et son équipe vont entamer des discussions avec les militaires de la junte, avec la société civile, mais surtout, ils vont rencontrer le président et son premier ministre. Les 2 hommes seraient encore détenus au camp militaire de Kachi. Le président français Emmanuel Macron, dont le pays engage plus de 5 000 soldats contre les djihadistes au Sahel, a parlé de coup d'État, dont le coup d'État inacceptable. C'était un moment très attendu par l'Afrique en général et le Rwanda en particulier. C'est dans un rapport publié en mars 2021 par des historiens que la lourde responsabilité de la France a été établie dans le génocide des Tutsis par les Hutus. Emmanuel Macron a dans son discours reconnu que la France a joué un jeu trouble dans cette tragédie qui a fait en 1994 plus de 8000 victimes en 3 mois. Avec humilité et respect, à vos côtés, ce jour, je viens reconnaître nos responsabilités. En s'engageant dès 1990 dans un conflit dans lequel elle n'avait aucune antériorité, la France n'a pas su entendre la voix de ceux qui l'avaient mise en garde. Merci donc à Martin Bapongé et Loïc Nana pour la revue de l'actualité, les temps forts de l'actualité tels que traités par la rédaction de BNews, par le desk international de cette chaîne télévision, le tam-tam du continent. Retour donc en plateau, c'était en début de semaine et on l'a dit, le Nigeria a accueilli donc le sommet de la commission du bassin du lac Tchad avec au sortir cet appel qu'on appelle désormais, qu'on a nommé l'appel d'Abuja avec Muhammadu Buhari qui a donc demandé à soutenir le conseil militaire de transition au Tchad. La sécurisation
du Tchad, du bassin du lac Tchad d'abord, c'est quelque chose d'assez important au regard donc de la place qu'occupe le grand lac Tchad d'hier. On l'a vu dans les reportages qui ont été présentés, le lac Tchad laisse quand même venir auprès de lui beaucoup de populations qui trouvent non seulement matière à s'abreuver en y tenant de l'eau, mais également matière à trouver ne serait-ce que des produits halieutiques. Il faut d'abord, dans un premier temps, sauver le bassin du lac Tchad aujourd'hui, mais surtout sécuriser, parce qu'une fois sécurisé, la zone, c'est également un bien pour tout le continent, notamment la bande sahélienne. Docteur Djibamou, vous êtes le premier à prendre la parole. Qu'est-ce qu'on doit comprendre à travers donc les résolutions d'Abuja? Qu'est-ce qu'on peut en attendre? Est-ce qu'elles vont tout simplement être rangées dans les tiroirs? Est-ce qu'il y aura un effet nouveau sur le terrain? En réalité, il y aura nécessairement une autre façon de voir et de faire la guerre désormais. Vous savez, le Tchad, c'est à peu près 6000 soldats qui sont déployés en dehors du pays. Et lorsque le stade est déstabilisé, il est possible que l'état-major rappelle les troupes qui sont à l'extérieur. Mais pourtant, la mission que ces troupes mènent à l'extérieur, notamment la sécurisation de la bande sahélo-sahélienne, notamment la protection de lac Tchad, la lutte contre le Boko Haram, constituent des points vitaux, pas seulement pour le Tchad, mais pour l'ensemble de la sous-région. C'est pourquoi les pairs de la sous-région, notamment à travers la CBLT, pensent qu'il faut appuyer, n'est-ce pas, le Tchad pour que la pression ou l'instabilité qui a été créée par le départ du maréchal Idriss Déby Itno puisse être complétée par une assurance à la fois des pairs de la sous-région, mais par un appui substantiel au plan économique pour relever le pays. Donc voilà à peu près les deux leviers sur lesquels les résolutions d'Abuja vont nécessairement aboutir. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas laisser le Tchad entre les mains de la seule Commission nationale de transition. On ne peut pas laisser le Tchad au Conseil militaire de transition. Au Conseil militaire de transition, autant pour moi. Ce serait fuir ou renoncer aux responsabilités communes de la sous-région. Et ce serait surtout créer le risque que le Tchad retire également ses troupes pour assurer davantage la sécurité. Figurez-vous qu'on est dans un contexte où, en Libye, on menace d'expatrier tous les combattants qui sont non nationaux. Ça veut dire qu'il y aura encore, d'ici quelques semaines, si cela n'est déjà le cas, une descente, une percée, n'est-ce pas, de cette zone-là à partir de la Libye, parce que la Libye fait également partie de cette commission-là. Donc il y aura une saignée. Et aujourd'hui, ici, le Tchad n'est pas capable de maintenir la pression des mouvements rebelles. Il sera difficile, n'est-ce pas, de sécuriser l'ensemble de la sous-région. Le Tchad n'est pas sécurisé, la Centrafrique n'étant pas sécurisée, il y a le Cameroun qui serait menacé. Et si le Cameroun est menacé, le Tchad, puisque le Cameroun et le Tchad et le Nigeria partagent une très très longue frontière. Plus de 1000 km. Plus de 1000 km de frontière. Donc vous comprenez que si le Cameroun est déstabilisé, c'est la première économie, la première puissance africaine qui serait également menacée. C'est pourquoi notamment parmi les résolutions, vous avez cet appel des pairs, n'est-ce pas, à la création de comités, de commissions de démobilisation, de réinsertion et, n'est-ce pas, de désarmement des rebelles, de déradicalisation. C'est comme ça qu'ils ont appelé cette nouvelle commission, qui est une proposition du chef de l'État, n'est-ce pas, camerounais, qui a été représenté à ces assises par le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République. Donc, je veux dire qu'au fond, ce n'est pas qu'un amusement. Vous voyez, le Nigeria a dépêché au Cameroun un émissaire qui n'est ni plus ni moins qu'un ministre chargé de mission, qui est venu inviter personnellement le chef de l'État, dont l'importance est avérée pour la sécurité du Cameroun. Et quand on parle de sécurité du Cameroun, on parle de la sécurité de la Centrafrique, on parle donc de la sécurité de l'Afrique centrale et on parle de la sécurité de notre continent. Très bien, on parle donc de la sécurité et aujourd'hui, au regard donc des participants à la messe d'Abuja, si on peut le dire ainsi, c'est ces pays, même d'abord dans un premier temps les 6, et qui ont en partage le bassin du lac Tchad, et à leur côté, cette fois-ci, on a vu également la CEDEAO et l'Union africaine représentée, mais surtout le Soudan et l'Algérie. C'est un symbole, Henri Diabaté. C'est vrai. Bon, ce sont des grandes messes en Afrique. Vous savez, on dit toujours, les prochaines guerres, les motifs des prochaines guerres en Afrique seront des questions liées à l'eau.
C'est pourquoi, c'est au nom de cela, connaissant l'importance du lac Tchad, qui nourrit pas moins de 40 à 50 millions de personnes, on a dit qu'il fallait, comment on dit en eau, renflouer le lit du bassin du lac Tchad, qui s'est considérablement rétréci sous l'effet non seulement de la sécheresse, mais aussi de l'effet de la pression humaine. Et vous savez que si des mouvements radicaux comme Boko Haram existent, c'est parce que c'est des conséquences de l'extrême pauvreté. Donc, qui rend les populations tellement vulnérables et fragiles devant les sirènes du radicalisme. Donc, fondamentalement, qu'est-ce que nous pouvons faire? Aujourd'hui, comme depuis toujours, nous avons appelé à ce que le lac Tchad retrouve ne serait-ce que la moitié de ses eaux. Les eaux, c'est-à-dire son manque en eau, que le lac Tchad soit comblé, qu'on essaye de combler le gap. Et maintenant, lorsqu'on aura comblé le gap sur le plan économique, on pourra résoudre un certain nombre de situations. Fondamentalement, c'est cela. Maintenant, aujourd'hui, devant les questions, devant les problématiques liées à la radicalité, aujourd'hui, on est pressé par la situation du Tchad, du Cameroun, de la Centrafrique. Mais il faut dire que Boko Haram, lui, était déjà là. Oui, Boko Haram est là, justement. Boko Haram prospère. Boko Haram a été défait militairement, mais Boko Haram continue de prospérer de façon insidieuse au sein de la population, parce que profitant de la faillite économique, profitant de la faiblesse de la réponse des États aux angoisses existentielles des populations, Boko Haram profite de façon filandreuse pour s'aimer le doute et la confusion. On a souvenance que ces derniers jours, par exemple, il y a souvent, vous apprenez qu'on a tué 10 personnes, on a tué 30 personnes dans le pourtour de la Tchad. Et souvent, il y a des motifs économiques qui servent. Boko Haram sert souvent d'arbitre dans les motifs économiques. C'est-à-dire qu'on a vu à un moment où certaines populations autour du lac Tchad, notamment du côté camerounais, s'inquiétaient du fait que les pêcheurs à Oussa venus du Nigeria s'intègrent dans la zone, et le soupçon a été fait que on a eu recours aux forces de Boko Haram pour mener des expéditions punitives et expulser les commerçants à Oussa de la zone. Donc, vous voyez que c'est la pauvreté qui crée ce genre de situation et le manque de réponse appropriée des États. Les États ont carrément démissionné de la zone. Maintenant, on trouve la situation où il faut des moyens, parce que il faut des moyens pour renflouer le lac Tchad. Que faut-il faire? On a pensé prendre les eaux de l'Ubangi pour amener au lac Tchad. On a dit que techniquement, c'est possible, c'est faisable, mais jusqu'ici, les gens ne semblent pas trop pressés. On est ici dans le système de canalisation, parce que pour déporter, il faut déjà noter que le Bangui-Chari, c'est le grand fleuve qui va vers le Congo de l'autre côté, à partir de Bangui. C'est l'une des raisons pour lesquelles son Excellence Faustin Archange Touadéra était donc à ces assises-là également. Il faut dire que lui également en attend beaucoup des assises d'Abuja, parce qu'il faut dire que si, comme le remarquait tout à l'heure, docteur André-Marie Dibamou, si aujourd'hui et le Cameroun et le Tchad ne sont pas sécurisés, il faudrait tout simplement dire que c'est très mauvais pour la Centrafrique. Oui, il faudrait craindre pour la Centrafrique. Déjà que cette même Centrafrique ne se porte pas très très bien en interne, mais je crois que les problèmes devraient s'adresser ici de façon globale. Les problèmes devraient s'adresser dans la globalité. Est-ce qu'il faille attendre le décès du président Déby, qui a été érigé ici en espèce de clé de voûte même de la lutte contre le terrorisme, alors que nous sommes dans un contexte de globalisation? Je crois que l'Afrique a péché là par une erreur d'appréciation. Comment ça? Tout simplement parce que, de mon point de vue, les problèmes aujourd'hui, on les adresse de façon globale. Il ne faudrait pas que certains États pensent que aujourd'hui, précisément, lorsqu'un État est attaqué, il est de son ressort de se défendre tout seul. Le terrorisme est un mal qui gangrène ou alors qui menace la plupart des États. Alors, lorsqu'un État est attaqué, il me semble que la riposte devrait être globale. Bon, maintenant, on va saluer la tenue de cette commission du bassin du lac Tchad, sauf qu'elle arrive à un moment où le verrou est tombé.
Le verrou est tombé du fait du décès d'Idriss Déby. Il va falloir changer de logiciel. Changer de logiciel aujourd'hui, c'est s'adapter à la nouvelle donne. S'adapter à la nouvelle donne aujourd'hui, c'est être beaucoup plus proactif. On va pas passer le temps à attendre les problèmes et à les résoudre. Il faut anticiper sur les problèmes. Et anticiper sur les problèmes, ça veut tout simplement dire qu'on a un agenda. Il faudrait que les 6 États de la commission du bassin du lac Tchad, aujourd'hui, commencent à se dire une chose. Il faudrait mettre sur pied un agenda concernant précisément les 6 pays. Et comme ça, on pourra mieux adresser les problèmes de cette commission. Si jamais la Centrafrique, le Cameroun aujourd'hui se retrouve en difficulté, il va de soi que la Centrafrique même sera en péril. Il faut donc désormais, au-delà du discours, avoir un véritable agenda. Ça veut dire qu'il faut mettre un chronogramme de déploiement sur le terrain. Quand on parle de la sécurisation du bassin du lac Tchad, il va sans dire qu'on ne peut pas parler de la sécurisation du bassin du lac Tchad sans regarder d'abord la situation du Tchad. D'où l'intérêt de stabiliser d'abord le pays de l'intérieur. Vous l'avez noté tout à l'heure, c'est pratiquement 6 000 soldats engagés sur la bande sahélo-sahélienne, également au niveau des frontières, qu'elles soient du Cameroun ou du Tchad, ou même du côté du Nigeria. Il faut faire quelque chose, mais pour tout ce déploiement, il va falloir des gros moyens financiers. Ce n'est pas le fort des Africains, très souvent. Non, on a la capacité. Non, ça c'est l'image d'Épinal que certains opportunistes occidentaux veulent nous faire croire. L'Afrique a la capacité de s'autofinancer, d'autofinancer un certain nombre d'aspects de son développement. Le vrai problème aujourd'hui chez nous, c'est qu'on est incapable de produire. C'est donc un gros challenge. C'est un gros challenge, c'est vrai. Mais voilà des gens qui sont incapables de produire et qui veulent quand même se développer. Si tu ne produis pas, tu vas te développer comment? C'est-à-dire, il y a cette standardisation de la production. Carrément, tout ce qu'on mange est importé. J'ai essayé de lire, j'ai essayé de faire une analyse entre le Mali d'il y a de l'an 1000 et le Mali de 2020. Le Mali avait atteint l'autosuffisance alimentaire en l'an 1000 sous Soundiata. C'est-à-dire le Mali était devenu le grenier de l'Afrique occidentale. Le Mali importait pratiquement du Maroc, c'est-à-dire du Maroc et des royaumes tenus par les dynasties turques, pratiquement du menu fréquin, ce qui n'était, c'est-à-dire du sel pratiquement. Mais le reste, les Marocains, les Maliens exportaient tout, jusqu'à la technologie du satin. Donc ils tissaient les vêtements jusqu'à la technologie du satin. Aujourd'hui, quand vous regardez les importations sur le plan alimentaire, le Mali importe tout, 90%. C'est carrément l'inverse aujourd'hui. C'est carrément l'inverse. Pourquoi? Parce qu'on nous a vendu un modèle culturel. Parce que, vous voyez, on revient toujours sur la culture. Un modèle culturel qui veut nous faire croire qui nous dicte nos habitudes alimentaires. Il faut sortir de cet engrenage par tous les moyens. L'Afrique a largement la capacité de s'autofinancer. Maintenant, il faut être discipliné. Comment les autres ont fait? Posons-nous la question. Comment les autres ont fait pour arriver à s'en sortir? Vous prenez un pays comme le Vietnam. Le Vietnam sort de deux guerres en 25 ans. La guerre contre la France. À la sortie de la guerre contre la France, la guerre contre les États-Unis. Tout sur le plan industriel, sur le plan économique, l'économie est par terre. Mais le Cameroun, qui en 1975 vendait du riz au Vietnam, c'est curieux qu'en 2020, les Camerounais vont chercher le riz au Vietnam. C'est-à-dire que le Vietnam est devenu un gros exportateur de riz, pendant que le Cameroun, lui, est devenu un gros importateur de riz. Un pays qui mangeait, qui consommait pratiquement 90% de sa production. Donc vous comprenez aujourd'hui, il y a un schéma économique qui est tombé, qui est voué à l'échec. Tout notre argent, on le voue à quoi? À aller importer de la nourriture. Fondamentalement, il faut qu'on inverse le schéma. Deuxièmement, je ne connais pas un seul continent qui soit aussi riche sur le plan minier. Et lorsque le président Obasanjo disait, on faut financer l'Union africaine, prenons à chaque fois qu'un minerai sort d'Afrique, qu'il soit visé, qu'il y ait un visa. Ce visa, c'est-à-dire que le processus de Kimberley, nous nous appesantisons pas sur le processus de Kimberley, on peut le dupliquer
Là, on est dans l'ITI. Voilà, à chaque fois qu'un minerai, 1 kg sort d'Afrique, qu'il ait un traçage, ça nous permettra de prendre 5 francs, 1 franc, 2 francs, 1 dollar, et qui permettra de financer un certain nombre de choses. Mais maintenant, lorsque vous avez des situations où ce sont les multinationales qui dictent la loi dans certaines régions de l'Afrique, ça devient très difficile. Et tout ça, c'est quoi? C'est le système. Je ne fais pas de l'idéologie, contrairement à ce que les gens pensent, mais c'est le système ultralibéral dans lequel nous sommes lancés qui continue de plomber notre effort de développement. On a la capacité de nous autofinancer, d'autofinancer tous nos projets. Un projet comme celui du renflouement des eaux, du lac Tchad, compte tenu des indicateurs économiques que cela puisse suggérer à l'avenir en matière de développement, je ne connais pas une seule banque qui puisse refuser de nous donner de l'argent. Elle va donner de l'argent. Maintenant, il faut, comme Vincenzo l'a dit, il faut un chronogramme sur le plan économique. Imaginez-vous qu'on crée une vraie Silicon Valley en matière agricole dans cette zone basée sur la recherche. La capacité, le primat de la recherche, le primat de l'agriculture. Je vous assure, l'Afrique aura la capacité dans cette zone de créer de la vie, de créer du développement. Et maintenant, sur le plan militaire, n'ayons pas peur. Il faut une armée panafricaine. Et une armée panafricaine et des moyens vraiment peu orthodoxes pour s'en sortir. On doit faire. Israël a fait un mur, non? Un mur à Gaza, non. Nous aussi, on peut faire un mur pour sanctuariser le désert. C'est possible. On peut créer. Le désert, c'est des routes caravanières millénaires. Elles ont été contrôlées il y a 1000 ans. Aujourd'hui, on peut le faire. Les techniques ne sont... Il n'y a pas 10 routes dans le désert. Il y a une seule route. Demandez à tous ceux qui vont en Algérie pour aller traverser, pour traverser la mer, tous les migrants. Ils vont vous dire qu'il y a une seule route. Et cette route-là, on peut les sécuriser de manière à ce que les flux dont on fait état venant de la Libye, on puisse les contrôler. On ne peut pas me dire que on voit tous les gars qui se font le djihad au Pakistan, au Yémen, et qui se promènent, vous les trouvez à Ouagadougou, vous les trouvez à Bamako, et ils se promènent, ils se pavanent, ils sont en goguette, vous les trouvez à Bangui, et au nom de quoi on doit les garder en Afrique? Non, il faut que les Africains prennent des manières, qu'on nous arrête ces histoires, qu'on prenne des mesures fortes, des mesures draconiennes pour essayer sur le plan sécuritaire de ramener la paix. Donc tous ceux qui n'ont rien à faire en Afrique, ils doivent rentrer chez eux. Ça, il faut que ce soit clair. Très bien. Ceux qui n'ont rien à faire en Afrique doivent donc partir. Mais il se passe quand même que le sommet d'Abuja ne s'est pas tenu seulement avec la présence des Africains. Il y a eu des observateurs des États-Unis, l'Union européenne était également conviée, mais il y a eu surtout la présence du Soudan et de l'Algérie. Et il ne faut pas oublier que l'un des pays, qu'on dit quand même avoir une véritable base arrière en matière de terrorisme aujourd'hui, ceux-là même qui se pavanent partout, comme aussi pour prendre les propos de M. Diabaté, avec des armes partout, viennent quand même de la Libye. Qu'est-ce qu'on devrait entendre par toutes ces présences-là? Est-ce que les étrangers, notamment la communauté internationale, s'il faut l'appeler ainsi, qui était conviée à ces travaux, n'aura pas toujours son mot à dire dans le cadre du financement de tous ces projets de développement et de sécurisation de la zone? Et quand on sait que les pays africains, la plupart du temps, peut-être sont bien dans les discours, il y a des potentialités que l'on peut réserver ou alors que l'on peut relever, mais est-ce que le mal, la difficulté ne résulte pas dans le décaissement, très souvent? Écoutez, il faut financer les projets. Monsieur Henri Diabaté l'a dit sur le plateau, je suis totalement d'accord. Le projet Transaqua, c'est 10 milliards. 10 milliards et ça va faire 50 ans déjà qu'on cherche 10 milliards pour financer ce projet. Et comme il a dit, il suffit juste que dans un budget, que chaque État décide de 10 milliards. mettre un peu de la main dans la poche pour que le projet soit viable. Donc en réalité, il y a un problème de priorité. Pour l'instant, je veux dire que les États ne sentent pas encore la pression que ce manquement-là peut créer à la population. Le Tchad essaie un tant bien que mal de le sentir. Au Niger, encore, il y a une pression forte parce qu'on vit avec les migrants au quotidien. Dans la partie sud de l'Afrique, on a du mal à se représenter cette réalité. Et il se trouve donc ceux qui sont les
qui ont un gros portefeuille comme le Cameroun et le Nigeria n'ont pour l'instant pas, comme je l'ai dit, vraiment intérêt à ce que ce soit fait. D'autant plus que les travaux ne vont pas se passer sur le territoire camerounais. Il s'agit de passer par la République centrafricaine, dont la République centrafricaine devrait en principe financer une grande partie de ce projet parce que ce serait également d'autres sources de communication importante entre les pays qui vont voir passer le projet. Ça, c'est d'un. De deux, vous savez qu'un grand projet similaire au niveau du bassin du Nil donc, a opposé l'Égypte à l'Éthiopie pendant de nombreuses années et s'est soldé très récemment par ce barrage hydroélectrique qui a été conçu exactement au niveau du Nil. Donc c'est un État qui a supporté les frais de construction. Donc, tout comme ça peut être un État comme le Cameroun, le Nigeria qui décide de construire, de mener ce projet. Parlant également de financement, les Chinois en 2012 ont piloté ce projet et l'ont financé, ont promis de financer le projet. Je crois qu'ils étaient très avancés dans un certain nombre de travaux, mais on ne sait pas pourquoi il n'y a pas eu démarrage et finalement il n'y a pas eu vraiment le financement. Mais c'est pourquoi j'ai commencé par expliquer les choses. Pourquoi est-ce que le financement pouvait constituer un véritable problème? Parce qu'en réalité, les questions d'énergie et d'eau, c'est des questions de sécurité. Et on l'a dit sur ce plateau, les prochains conflits que nous aurons, ce sera de l'eau. De l'eau potable. Tout à fait. Parce que les études aujourd'hui sont en train de nous amener vers la potabilisation des eaux de mer. Mais ce sera avec certainement beaucoup de temps. Et ce sera une eau qui va être très coûteuse. Et donc pas abordable, pas au prix, n'est-ce pas, de ces populations qui vivent de la pêche essentiellement dans la zone du lac Tchad. Donc aujourd'hui, les conflits vont être naissants. Et c'est pourquoi il faut presque nourrir ces populations qui sont en permanence en état de besoin, en état d'urgence. Toute cette zone-là, c'est-à-dire le Tchad, le Niger, une partie du Niger, une partie du Cameroun désormais, une partie du Nigeria, ils sont en état d'urgence. Vous prenez le Soudan. Le Soudan a également, c'est un terreau favorable du terrorisme depuis le Darfour. Depuis la scission des deux. Tout à fait. Le Darfour, on commence avec le conflit du Darfour. Oui. Parce que c'est à partir de c'est vraiment ce conflit qui a révélé la vraie misère de l'Afrique et cette partie de l'Afrique là en l'occurrence, hein, parce que ça a vraiment duré ce conflit et qui conduit donc l'une des résolutions pour mettre un terme au conflit était de partitionner le pays. C'est ce qui a été fait. Donc aujourd'hui, cette partition n'a pas réglé véritablement les problèmes économiques. Donc les solutions politiques qui ont été trouvées à la crise humanitaire ou sécuritaire n'ont pas réglé les autres problèmes économiques, n'ont pas augmenté le pouvoir d'achat des populations qui restent pour l'essentiel dans ces zones-là, dans ces différents pays-là de CBLT, essentiellement, on va dire, qui vivent en deçà du seuil de pauvreté. Donc c'est une interpellation à tous, parce qu'en réalité, on ne sent pas, c'est-à-dire les besoins sécuritaires n'arrivent que lorsqu'on est dos au mur, c'est-à-dire lorsqu'on a déjà on a des conséquences à gérer et on trouve des mesures palliatives. On organise des sommets, c'est vrai, on en discute, mais il faut accompagner ces mesures, vous le dites. Il faut une véritable volonté. Mais on ne peut pas faire simplement de la volonté s'il n'y a pas un contre-pouvoir. Mais qui est donc le contre-pouvoir? C'est la société civile africaine qui doit jouer son rôle de lanceur d'alerte sur les dangers des populations dans la zone du lac Tchad. Vous y êtes allé, vous avez fait un reportage, c'est magnifique. Mais je vous assure que c'est catastrophique. Vous avez des gens qui n'ont plus de village du tout. Tout à fait. C'est-à-dire qui n'ont plus de terre, qui n'ont plus où aller, que ce soit parce qu'il y a eu cet ouragan. Mais le Tchad, c'est encore effrayant. C'est carrément effroyable parce que c'est un terreau donc favorable pour le terrorisme, parce que les deux sont liés. Le terrorisme va trouver des gemmes au sein d'une population pauperisée, marginalisée, délaissée, abandonnée et sans abri, et pour leur offrir du pécule, du menu frétin et leur miroiter un avenir qui leur a été arraché par les grandes puissances mondiales et internationales. C'est pourquoi l'Union européenne doit être là, parce que les foyers de radicalisation du terrorisme ont été identifiés notamment dans ces zones-là, avec le Boko Haram dans sa version militaire depuis 2014, parce qu'on connaît le Boko Haram avant au Nigeria dans les années 2000, mais c'était pas un Boko Haram armé. Avec la multiplication, les phénomènes de coupeurs de route.
Le Boko Haram, très bien, le Boko Haram armé arrive en 2014. C'est pareil. Et il fait allégeance à Daesh en 2015. Donc il s'agit d'une ramification du Daesh qui est en train de prendre d'assaut la zone. La déstabilisation de la Libye, vous parliez de la Libye, a été un facteur important dans la déliquescence de la sécurité dans la sous-région. Donc, et où est-ce que ces différents éléments viennent puiser leur source d'énergie? C'est bien autour du bassin du lac Tchad. Parce qu'aujourd'hui, il y a un cafouillage à ce niveau. On ne sait plus où délimiter les frontières. Parce qu'à l'époque, le lac délimitait naturellement la frontière entre les États. Et c'était une limite naturelle. En l'absence d'une limite naturelle, et le droit de la mer n'a pas encore beaucoup évolué sur ce terrain-là, comment est-ce qu'on délimite donc? Du coup, c'est une sorte de no man's land. Ou, si on n'avait pas créé cette commission, cette commission militaire mixte, qui permet, n'est-ce pas, de traverser les frontières, pendant une dizaine d'années, les gens, les terroristes opéraient ici, se réfugiaient de l'autre côté, ne pouvaient pas être interpellés simplement parce que le droit ne le permettait pas. Donc aujourd'hui, les multinationales, je veux dire les organisations internationales, de la société civile, l'Union européenne, pas que l'Union européenne, parce que j'aurais souhaité qu'il y ait vraiment la société civile aussi, qui ait son mot à dire, que des experts et des scientifiques viennent nous donner des échéances, parce que c'est un sommet de politiciens. Et au sorti de là, mon cher copanéliste, n'attendez pas des grandes résolutions parce qu'on va parer au plus pressé, on va colmater les brèches. Pour l'instant, ce qui presse, c'est la sécurité au Tchad. Et parlant justement de la sécurité au Tchad aujourd'hui, l'un des appels lancés par le président le pays hôte du sommet, son Excellence Muhammadu Buhari, le président du Nigeria, c'est de tout faire pour stabiliser le pays, c'est-à-dire soutenir le conseil militaire afin qu'il n'aille pas au bout, au-delà donc des 18 mois de sa transition telle que prévue, ce qu'on appelle là-bas qu'on n'excède pas l'agenda social. Ce qui sera donc, si jamais c'était excédé, ce serait quelque chose encore de très difficile pour la zone. Est-ce qu'aujourd'hui, Dr Djibamou parle de ce sursaut d'orgueil de la société civile africaine? Est-ce qu'aujourd'hui, le Tchad, qui est donc aujourd'hui, hier encore, on a vu le maréchal Idriss Déby Itno était considéré comme le bouclier du désert, celui-là même qui empêchait la traversée partout ailleurs. Mais aujourd'hui, il y a changement de personnalité. Ça veut dire également, ça inclut un changement de paradigme. Ça veut dire, est-ce qu'aujourd'hui, Mahamat Idriss Déby peut avoir la même force que celle qui était celle du maréchal hier? Bon, déjà, retenez du défunt président Idriss Déby qu'il a toujours clamé qu'il n'était pas un militaire de salon, mais un militaire de terrain. Bon, je ne sais pas si son fils aurait cette même conception des choses. Bon, on parle tout à l'heure de la communauté internationale qui a été invitée au sommet de la commission du bassin du lac Tchad. Moi, je ne sais pas ce qu'on appelle communauté internationale ici. Et même s'il existerait une communauté internationale... Ça veut dire que les non-africains, parce que dans un premier temps, j'ai beaucoup aimé la une d'un journal au Cameroun, notamment Cameroun Tribune, qui a parlé de la solution africaine. Mais il y a quand même eu ces observateurs, ça veut dire, c'est pour ça qu'on parle de communauté internationale, ça veut dire ceux qui n'ont rien à voir avec le continent, mais qui viennent là pour leurs intérêts personnels. Je vous comprends parfaitement. Seulement, moi je voudrais poser une question ici. Est-ce que ce n'est pas ces mêmes communautés internationales qui ont mis la Libye dans l'état où elle est aujourd'hui? Et c'est même cette même Libye constituant aujourd'hui une zone grise qui constitue en même temps un véritable boulet, même dans le cadre de la résolution des problèmes au niveau du bassin du lac Tchad. Je pense que la solution des problèmes des Africains est intramuros. Il faudrait que les Africains se disent qu'ils ont la solution à leurs problèmes. Les Européens viendront peut-être après, mais pas a priori, comme c'est le cas aujourd'hui. Parce que, voyez-vous, nous sommes dans un cadre, je le dis toujours, nous sommes dans un cadre global et globalisant. Et la mondialisation ici, c'est un rendez-vous des enjeux macroéconomiques. On ne vient pas pour les beaux yeux des uns et des autres. On vient pour se faire des dividendes. Et c'est pour ça que vous verrez très rapidement, que ce soit la France, que ce soit les États-Unis ou, je ne sais pas moi, l'Allemagne, arriver, participer à un sommet de la commission du bassin du lac Tchad. Mais je suis en train de dire que
Muhammadu Buhari, aujourd'hui, je peux louer son volontarisme. Sauf que lui-même, à l'intérieur de son pays, il a tout un nord-ouest qui n'est plus maîtrisé. Le nord-est du Nigeria, aujourd'hui, est entre les mains du Boko Haram. Exactement comme nous avons le Tchad qui est menacé, nous avons le Cameroun dans sa partie nord qui est également menacé. Raison pour laquelle je dis il faudrait une concertation entre eux. C'est même le... Mais est-ce que ce n'est pas tenant en compte le fait que, comme vous le dites, son pays est menacé par la présence de Boko Haram qui multiplie quand même ses velléités, mais il faut quand même reconnaître que la conjugaison des forces entre les armées nigérianes, tchadiennes et camerounaises, qui partagent notamment plus de 1500 km de frontières communes, les trois pays, notamment à travers le triangle à partir de la région de l'extrême nord, on se dit quand même qu'aujourd'hui, Boko Haram est là, mais Boko Haram a aussi beaucoup disparu. Aujourd'hui, on n'a que des actions sporadiques et qui sont là, mais il faut dire quand même que Boko Haram est retranché dans sa plus simple expression. Est-ce que c'était pas l'intérêt? Est-ce que ce n'est donc pas, on dit, l'ennemi ne dort jamais, mais pour le combattre, il faut rester éveillé. Est-ce que ce n'est pas dans cette capacité d'éveil-là, dans le cadre de cet éveil, que le président Muhammadu Buhari a estimé qu'il fallait qu'on tienne ce sommet? Et aujourd'hui, il faut tout simplement que les résolutions qui ont été prises suivent tout simplement dans le cadre de l'implémentation. Écoutez, il faut qu'on aille un peu plus loin. On est habitué de grandes messes sur un certain nombre de projets. C'est-à-dire on parle beaucoup, mais on acte peu. Oui, les Africains veulent de vraies réponses. Et on a parlé tout à l'heure de 10 milliards sur le monde. Ça fait quand même froid. Depuis 10 ans, on attend. Quand on vous dit on attend la communauté internationale, ils étaient là comme observateurs. Mais vous pensez que, ils sont quand même sérieux, vous trouvez qu'eux, ils veulent. On est dans une situation économique où, pour soutenir le développement chez eux, il faut qu'ils aient beaucoup plus de matières premières. Et la matière première, sont en Afrique. Et si on valorise, les Africains sont en paix, et qu'on valorise les matières premières, elles vont coûter plus cher. Tout à fait. Vous pensez que les Européens ont besoin que la matière première soit chère? Non. Ils doivent venir la prendre à un prix dérisoire. Rien qu'à voir les conflits que les Européens ont avec les Chinois, à chaque fois, ils poussent des cris d'orfraie en nous disant attention, les Chinois, attention à la nouvelle colonisation, à l'endettement. Mais ce qui est curieux, c'est que chacun des pays européens va faire ses emplettes en Chine. Et là, ils ne se plaignent pas de l'endettement, ils se plaignent pas de la colonisation. On n'est pas des enfants. Je ne sais pas, vous comprenez? Tout à fait. Donc, fondamentalement, aujourd'hui, tout le monde le sait, de notre insécurité dépend la sécurité des autres. Très bien. Donc, il est clair que l'Afrique a besoin de vraies réponses économiques, vraies réponses militaires. Regardons comment les autres ont fait. Chez nous, on dit que pour apprendre à tailler les bambous du soya, de la viande qu'on vend, la viande grillée, on regarde les oreilles du chien. Regardons comment les autres ont fait pour lutter contre leur insécurité chez eux. Et pour comprendre que non, il faut mutualiser les énergies. Je vous assure que l'Afrique ne fait que rater les occasions de se développer. Et la première occasion de se développer, c'est quoi? C'est le rassemblement militaire. Les Africains rassemblent leurs énergies pour se défendre. Parce que, et j'ai coutume de le dire, et je vais le répéter toute ma vie, le premier défi de l'homme, c'était un défi sécuritaire. Comment faire pour échapper aux bêtes féroces? C'est pour ça que l'homme est rentré dans les grottes et il a mis le feu. Il a pu discipliner le feu. Pourquoi? En domestiquant le feu, le lion a peur du feu. Il ne vient pas. Il est dans la grotte, c'est en hauteur. Mais le lion est arrivé à grimper. Alors, il met le feu, le lion ne vient pas. Donc, l'homme peut préserver sa sécurité et celle de sa famille. C'est après qu'il sort de la grotte parce qu'il a faim. Maintenant, il lui faut de la nourriture. Et il rentre dans le domaine de l'agriculture. Et quand il sort de l'agriculture, il faut qu'il apprenne à son enfant comment on se protège du lion, comment on se protège de l'eau, comment on fait pour avoir de l'eau, comment on fait pour avoir... C'est ça qu'on appelle la culture. Donc vous comprenez que pour avoir refusé, parce que les Africains ont peur du grand saut qualitatif. C'est pour ça que les Africains ont des problèmes. Si sur le plan sécuritaire, on n'est pas prêt, on n'ira nulle part. On ne peut pas se développer. Et ça, il faut que les Africains l'intègrent. Aujourd'hui, le grand danger pour nous, tout le monde le sait, c'est le terrorisme. C'est ce radicalisme, les radicalismes de tous les genres. Maintenant,
Pour en sortir, il y a deux solutions. Il y a une option militaire et une option économique. L'option économique. Si les gens ont faim, c'est sûr qu'ils seront plus vulnérables, plus réceptifs à la radicalité. Nous, maintenant, on essaye de créer les conditions économiques dans lesquelles les populations puissent se trouver. Et lorsque les populations vont se retrouver dans des conditions économiques meilleures, celles-ci feront quoi? Elles seront moins réceptives à cela et les États pourront opérer une vraie riposte militaire. Prenons le cas de l'Europe. Et vous chutez par là? Oui, prenons le cas de l'Europe. Les Européens sortent de la Deuxième Guerre mondiale. Ils sortent de deux guerres, la première guerre et la deuxième guerre, qui a déstabilisé l'Europe. Là, on note l'avènement de deux puissances, les États-Unis et l'Union soviétique. Les Européens disent chez nous plus jamais la guerre. Mais lorsque Jean Monnet émet cette idée, le ministre français des Affaires étrangères émet cette idée, les gens le regardent avec des yeux de marron frit, en disant comment on va faire? Nous, on ne peut pas résister aux autres. Il leur a dit non. Il faut qu'on se rassemble sur le plan économique. Ce qu'on a appelé la communauté économique du charbon et de l'acier au marché de Rome qui va préfigurer de l'Union européenne. Et puis, ils vont se mettre sous parapluie de l'OTAN. L'OTAN va leur permettre de sécuriser leurs biens, de se développer. Idem pour l'Asie. En Asie, s'il n'eût été la présence militaire chinoise, le parapluie militaire chinois, je ne doute pas de la résilience, de la capacité de travail des pays asiatiques. Mais je vous assure que s'il n'y avait pas le parapluie militaire chinois, rapidement que les prédateurs auraient reproduit l'exemple de l'Afrique. Donc vous comprenez qu'un pays comme la RDC a 1000 capacités de se développer, mais la RDC ne peut pas se développer militairement seule. La RDC a besoin d'une communion de forces, d'une conjonction de forces. Il faut une conjonction. Imaginez-vous qu'il y a une puissance militaire, l'Angola, forte de son expérience militaire, la RDC, le Rwanda, le Cameroun, le Tchad, la Centrafrique. Mais nous serions invincibles. Tous les petits brigands qui se pavanent dans nos rues avec des armes et des bombes, je crois que rapidement, on les aurait fait ressortir de nos limites territoriales. Donc, on ne peut pas me dire que des gens comme Boko Haram arrivent, qui ne sont pas formés pour la guerre, arrivent à battre l'armée de 4 pays. On ne peut pas me dire qu'au Mali, on voit, je me souviens de la boutade de l'ancien premier ministre, de l'ancien président mauritanien, qui s'étonnait de ce que, mais comment, environ 2000 personnes arrivent à contrer une armée malienne. Donc vous comprenez que si ça avait été une armée de la CEDEAO, si la CEDEAO avait pu sanctuariser toute la zone sahélienne, il est clair que dans sa partie Afrique de l'Ouest, il est clair qu'on aurait une vraie réponse. Il y a aujourd'hui des califats, un califat qui est en train de se former dans la zone de l'Iptako-Gourma, c'est-à-dire entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso, qui se développe au vu au su de tout le monde, des forces, des États de la CEDEAO, mais quelle est la réponse que nous apportons? Chacun reste sur son petit plat de tapioca en se disant que si celui-ci existe, si moi je mange encore, si je peux encore manger, vraiment, je ne m'occupe pas trop du sort des autres. En oubliant que quand la maison du voisin se brûle, il faut déjà commencer par apporter de l'eau pour ne pas recevoir la continuité des flammes. Vous êtes sur la tribune du continent, c'est votre magazine hebdomadaire d'information, de l'information et d'analyse de l'actualité africaine. Et d'ailleurs, c'est sur BNews1, le tam-tam du continent. Il est à noter qu'aujourd'hui, 3 thématiques majeures sont au cœur des débats. Et nous sommes à parler de la première avec la sécurisation et le sauvetage du bassin du lac Tchad. Et puisqu'il y a eu cette semaine le sommet d'Abuja où on en est sorti avec des résolutions. Et la question que l'on se pose est celle de savoir quel avenir auront donc ces résolutions sur le terrain pour qu'on ait véritablement la sécurisation de la zone. Nous allons marquer un petit temps d'arrêt, le temps donc de revenir pour parler de l'Afrique subsaharienne avec la question que peuvent faire l'Union européenne et que peuvent faire l'Union africaine et ses partenaires face à ces interminables coups de force. De retour sur le plateau et parlons justement de ces coups de force, la deuxième question c'est de savoir, Afrique subsaharienne,
que peuvent l'Union africaine et tous ses partenaires face à ces interminables coups de force, on va dire ces éternels coups de force. Il faut dire que la Cour constitutionnelle du Mali a déclaré le colonel Assimi Goïta comme président de transition de ce pays, une déclaration qui vient donc parachever la deuxième partie du coup d'État conduit par l'officier supérieur et les militaires depuis pratiquement 9 mois. Il faut dire que depuis 9 mois, l'ancien président a été chassé du pouvoir par les putschistes. Aujourd'hui, le président de transition a donc été reconnu par la Cour constitutionnelle, la Cour constitutionnelle donc du Mali. Désormais, on est parti pour une période transitoire. La question qu'on se pose, il y a une mission de l'Union africaine qui est attendue à Bamako, elle a d'ailleurs appris l'œuvre, elle va s'asseoir dimanche, s'il faut le dire ainsi, et elle devrait donc tenir des résolutions pour amener le pouvoir militaire de transition aujourd'hui à transmettre le pouvoir aux civils. Ça a déjà été le cas après le départ de Amadou Toumani Touré. Il y a eu Dionkounda Traoré qui est venu assurer la transition en un premier temps et puis a remis le pouvoir à Ibeka. Ibeka est parti il n'y a pas longtemps. Aujourd'hui, on est dans une nouvelle transition. Alors, que peuvent les responsables, alors représentants de l'Union africaine, une mission avancée est dans ce pays depuis quelques jours, amenée par l'ancien président du Nigeria, Goodluck Ebele Jonathan. Qu'est-ce qu'on peut attendre aujourd'hui? Voilà le Conseil constitutionnel, ou alors la Cour constitutionnelle, qui a dit, on peut tout simplement dire, adouber le pouvoir de transition, le pouvoir militaire. Qu'est-ce qu'on peut attendre aujourd'hui de l'Union africaine? A-t-elle les capacités d'amener les pays à respecter non seulement les constitutions, mais surtout à respecter les périodes transitoires pour éviter les guerres sur le continent, puisqu'on en voit pratiquement partout? Docteur André-Marie Djimamou. Écoutez, on est dans la suite logique du terrorisme, mais cette fois du terrorisme d'État. Avant même d'y arriver, je voudrais qu'on parle un peu du mal malien. C'est quoi le mal malien? Pourquoi est-ce qu'on est toujours en train de vivre des coups de force au Mali? On est parti de 2013 à 2020, après Amadou Toumani Touré, de 2000 peut-être à 2010, 2013 et 2020, on a un peu soufflé et voilà, ça recommence. C'est quoi le problème à la fin? Nous sommes, disais-je, dans une nouvelle forme de terrorisme. Cette fois, un terrorisme d'État qui s'enveloppe dans le populisme et qui se nourrit de la violence légitime, qui s'acquiert par un malaise exprimé d'une partie de la population et qui se légitime avec le temps, les institutions. Et au Mali, on le voit, c'est le Conseil constitutionnel qui vient servir de rempart à une militarisation du pouvoir, à une junte qui, de façon éhontée, continue de plonger l'Afrique à des années-lumière des indépendances, ces années-là où voilà, il suffisait de savoir manipuler une Kalachnikov pour penser qu'on peut gérer un pays. Donc je voudrais dire que les deux ne vont pas de pair en réalité. Et au Mali, c'est malheureusement une tradition. C'est devenu depuis quelques années une tradition parce que en réalité, dites-vous que justement après le président Touré, qui est lui-même un militaire, il faut le dire. Il était parachutiste. Voilà, il était parachutiste. Bref, en réalité, l'histoire du Mali, c'est une histoire de l'armée. C'est congénitalement lié. La plupart des chefs d'État, c'est des militaires. Mais ceci, c'est pour expliquer cette propension marginale très élevée de ce côté-là de prendre le pouvoir et de l'arracher. Parce que c'est aussi une tradition malinquée. Hein, le pouvoir ne se donne pas. Il s'arrache. Donc disons, simplement pour nous replonger dans la cosmologie, la réalité de ces cultures-là. C'est aussi culturel. Il faut y aller pour voir parfois comment les pouvoirs sont gérés depuis Toumani Touré ou comment les juntes militaires, surtout l'armée, elle évolue, la tradition militaire, etc. Donc il y a une forte propension à le faire. Et ceci est dû à quoi? Parce qu'il faut régler le problème en amont. Moi j'ai entendu parler d'une force militaire africaine qui serait une sorte de bouclier comme l'OTAN l'est pour les capitalistes. Je loue l'idée et je dis il faut avant il y a des a priori, ok. Donc les a priori c'est quoi? C'est une zone économique commune.
On peut parler d'une communauté militaire de défense, une politique de défense commune en Afrique, si on n'a pas déjà une politique territoriale commune. Mais souvenez-vous que toutes les constitutions de tous les États africains, ils ont le même problème, la même maladie, c'est qu'ils ont accepté de ne jamais contester l'héritage légué par la colonisation. Ce qui est un tort. Parce que si ce verrou-là est levé dans les constitutions des États africains, les Camerounais peuvent naturellement réclamer une partie du Nigeria, autant que du Tchad ou du Congo et ou du de Gabon. La Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale serait une province camerounaise. Donc voilà le préalable qu'il faut résoudre s'il faut permettre à chaque État africain de troquer sa toge de chef d'État contre celui de gouverneur de région, parce qu'on y va là vers les États-Unis d'Afrique. Donc l'unité de politique de défense s'appuie sur une unité de politique monétaire. L'Afrique doit donc avoir sa monnaie. Est-ce que nous y sommes? Vous allez répondre, ou nos téléspectateurs. Ce sera l'un des sujets à une prochaine émission. L'autre unité, je me réjouis de ce que la zone de libre-échange économique de l'Afrique centrale va venir se greffer à la zone de libre-échange économique en Afrique de l'Ouest, qui est déjà opérationnelle, pour peut-être continuer et permettre que le gros corridor, qui va être une sorte de route de soie de l'Afrique, parce que j'ai entendu parler de route de corridor militaire, mais faisons aussi un corridor économique. Cette route de soie, parce que les deux vont de pair. Il faut qu'à côté d'une politique militaire forte africaine, il y ait une politique économique qui soutient les PME, les petits entrepreneurs, qui permettent qu'il y ait un foisonnement de l'économie, parce que la mondialisation, elle arrive à grands pas et elle ne va pas nous attendre. Donc tout cela nous amène à dire que chaque fois qu'il y aura un coup d'État dans un État africain, ce sera un coup contre la démocratie, ce sera un coup contre le développement. Parce que qu'est-ce que le coup d'État précisément apporte à un État? Il recule les libertés individuelles, y compris les libertés économiques, au nom de la sécurité de l'État. Et toutes les dépenses, les prioritaires de l'État sont orientées vers les questions de défense et de sécurité, au détriment des questions sociales importantes. Ce qui fait quoi? Le cycle va recommencer, parce que c'est un bis repetitas qui ne va naturellement nous conduire qu'à l'échec. Donc, au fond, il faut repenser de façon globale. Il faut repenser ces politiques communautaires. Il faut repenser les démocraties, le modèle démocratique africain, c'est-à-dire le modèle d'accéder au pouvoir. Si nous acceptons que c'est par les élections, que ce soit une culture africaine électorale. Mais est-ce que la culture africaine est électoraliste? That's the question. Très bien. Parce que si on regarde l'Afrique d'antan, ce n'était pas une Afrique de la démocratie en réalité. La démocratie nous a été imposée comme est venue dans le paquet de la mondialisation. Ça fait rire, mais c'est la vérité, malheureusement. Et pour être froid et éviter d'avoir mal à la tête tout le temps, qu'on voit des choses qu'on ne voit nulle part qu'ici, mais il faut donc convoquer notre culture. Peut-être que c'est cela, notre fatalité, notre fétichisme africain. Et Henri Diabaté, mais la question qu'on a envie de se poser ici, voici ce qu'on dit. Les chefs d'État africains sont réunis à un sommet extraordinaire à Bamako, et où ils pencheront sur la situation de Bamako dimanche. On est en train de parler du mal malien, et avec au sortir des sanctions essentielles. Les sanctions essentielles. J'ai envie de demander, la mission ou alors la délégation conduite par Goodluck Ebele Jonathan, ancien président du Nigeria, qu'est-ce qu'elle va tenir comme discours aux putschistes ou aux militaires qui sont là pour qu'ils acceptent de passer très rapidement le pouvoir aux civils? Parce que le Mali aujourd'hui, je causais avec quelques amis maliens il y a quelques jours, ils nous disaient nous sommes véritablement fatigués. À un moment, on a besoin aussi de marcher très calme dans les rues de Bamako et ne pas entendre le bruit de bottes. Et écoutez, les mêmes causes produisant les mêmes effets. Les putschistes peuvent partir, il y aura deux autres. On va mettre un pouvoir civil qui n'aura aucune force, il y aura encore de nouveaux putschistes, et ainsi de suite. Le Mali a un problème. Le Mali est occupé militairement. C'est pas vrai. Moi je dis aux gens, est-ce que vous vous rendez compte que près de la moitié du Mali est insécurisé, malgré toutes les forces militaires qui sont présentes?
Je dis aux gens, attention, vous osez parler de démocratie, vous osez parler d'élection dans un contexte sécuritaire comme celui-là. Caton l'Ancien était clair, il disait de l'Enda Carthago, il faut détruire Carthage. Tant que Carthage existe, Rome ne vit pas, Rome est en danger. Le vrai problème du Mali aujourd'hui, c'est d'abord de sécuriser le Mali. C'est là-bas qu'on attend la CEDEAO. Oui. C'est là-bas que nous tous, nous attendons la CEDEAO. C'est-à-dire la CEDEAO doit amener l'Afrique indépendante, toute l'Afrique en disant, allons sécuriser le Mali. Oui. Allons créer une aire sécuritaire pour chasser du Mali tous ceux qui n'ont pas droit d'y être. C'est la première chose. La deuxième chose maintenant, la situation du Mali est semblable à celle de toute l'Afrique. Le docteur Dibamou en parlait tout à l'heure. 60 ans après les indépendances, ces indépendances nous ont été données. C'est-à-dire, on nous a vendu un modèle politique qu'on a accepté. 60 ans plus tard, le constat est là. Ces modalités politiques d'association, de souveraineté politique et tout, ne sont pas compatibles avec nos pratiques, nos us, nos coutumes. Nous avons... La façon de faire des Asiatiques est très différente de celle des Européens. Elle est très différente de celle des Sud-Américains. Chacun puise dans sa culture les ferments de sa pratique politique, de la praxis politique. Ne nous cachons pas. Moi, je dis aux gens, ne confondez pas le multipartisme avec la démocratie. Non. Nous, on a, par le passé, ébauché des modalités de gestion politique qui étaient plus proches de la démocratie que du multipartisme européen. Boigny disait d'ailleurs à son temps que l'Afrique n'est pas assez mature pour le multipartisme, encore moins pour la démocratie. C'est-à-dire un homme, une voix. Cette structure fondamentale n'a jamais existé en Afrique et n'existera pas. En Afrique, c'est la gestion consensuelle qui est au cœur des modalités de gestion de l'État. Bon, maintenant, on nous amène une structure où on va nous dire c'est un homme, une voix, avec ce que sera créé comme exaltation du tribalisme, du clanisme et tout. Le communautarisme. Et ça devient extrêmement dangereux. Dans un cadre comme le Mali, il faut que les Maliens s'asseyent, puissent revoir un nouveau Mali. Les institutions qui soient conformes à la gestion, c'est-à-dire permettre au Mali de s'auto-gérer. Parce que si on va dans la même situation des textes réglementaires, le Mali il y aura 1000 coups d'État en 10 ans. Le vrai problème, c'est qu'il faut revoir tout. Les gens du Nord, les Touaregs, posent un vrai problème. Le problème de la gestion, participative. Faut-il diviser le Mali, créer quel type de gouvernement on veut, fédéral, régional, quel degré d'autonomie on donne? Est-ce que ces gens veulent véritablement vivre dans un État? Cet État peut-il être viable en 2021? C'est de ça qu'il faut discuter, des modalités d'expression du suffrage populaire, des modalités de représentation politique, des modalités de gestion. C'est ce qu'il faut au Mali. Il n'y a pas... Le jour que les populations maliennes vont s'entendre, s'accorder sur un certain nombre de principes politiques... Par exemple, la rotation du pouvoir. Voilà, il n'y aura plus de guerre. Il n'y aura plus de militaires. Les militaires ne vont plus se découvrir un ethos politique, ils resteront dans les casernes. C'est ça le vrai problème. Ils profitent de la situation de flou, de confusion, créée par l'incapacité des politiques à gérer, à décider de l'avenir, à offrir de vraies réponses aux angoisses existentielles des populations. Et du coup, les militaires, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous disent que vous-même, vous comprenez qu'ils sont incapables de gérer. Alors, nous, on est obligés de suppléer. Donc, c'est ça le vrai problème. Et beaucoup de pays en Afrique ont celui-là. Il faut qu'on sorte, qu'on revienne, on solde le contentieux historique. Je le dis toujours, les gens ont peur de cela parce qu'ils ont peur de prendre de responsabilités politiques. Aujourd'hui, il faut qu'on fasse le procès de nos indépendances. 60 ans d'indépendance après, où allons-nous? Où allons-nous? Quel Mali? Est-ce que le Mali peut être viable dans ses limites nationales, dans ses limites territoriales nationales? Ou bien, le Mali peut être viable dans une perspective CEDEAO? On a vu en Yougoslavie, en Europe, il n'y a pas longtemps, en Yougoslavie, il y a une déclaration des nationalités. On a cru que, en créant un amas de nationalités au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire nationalités dans les Balkans, créées autour de la Yougoslavie, on a cru que ça allait faire taire
les armes. Vous savez que la première guerre est née là-bas, dans les Balkans. Donc, du coup, on s'est dit qu'en mettant tous ces gens dans une seule république, ça va essayer de calmer les ardeurs nationalistes et il n'y aura plus jamais la guerre en Europe. Mais tout le monde a vu comme ce qui s'est passé à partir de 90. Il a suffi qu'un dirigeant nationaliste, Slobodan Milosevic, arrive et dise que non. Et on a vu que c'est revenu à la face de l'Europe. Donc aujourd'hui, les Européens se sont dit autant créer une structure supranationale sur le plan sécuritaire, une structure supranationale sur le plan économique. C'est ça qui va mettre fin à l'exaltation des petits nationalismes qui peuvent apparaître. Fondamentalement, le Mali aujourd'hui, un pays comme le Mali, pour qu'il sorte du cycle de violence, le Mali a besoin de faire le procès de 60 années d'indépendance. Il faut qu'on se pose des vraies questions. Très bien, il faut qu'on se pose des vraies questions. Et la question qu'on se pose donc dans la suite de cette émission est celle de savoir, maintenant qu'une mission de l'Union africaine est sur le terrain, qu'est-ce qu'il faut attendre au sortir de là? Est-ce que l'équipe à Goodluck et Bele Jonathan aura les mots justes et appropriés pour amener la junte au pouvoir à partir très rapidement? Monsieur Constant Collet, parlant de l'Union africaine, vous connaissez très bien ma position. C'est laquelle? L'Union africaine n'existe pas, de mon point de vue. Dites-nous. L'Union africaine n'existe pas tout simplement parce que, de mon point de vue ici, on a mis la charrue avant les bœufs. On a mis la charrue avant les bœufs. On a mis sur pied une organisation panafricaine fictive avant de résoudre même les problèmes des entités qui vont la constituer. La preuve, aujourd'hui, nous sommes en train de parler du Mali. Hier, on parlait encore du Tchad. Quand bien même le problème n'est pas résolu au niveau des entités supposées constituer l'Union africaine, au niveau des oligopoles, je parle ici des organisations sous-régionales, même à ce niveau, le travail n'est pas achevé. Alors, comment est-ce qu'on voudra parler de l'Union africaine? Et l'Union africaine, pour moi, j'ai l'habitude de discuter avec le docteur Djimamou. Je lui dis régulièrement, l'Union africaine, pour moi, suppose la circulation des biens et des personnes. Ce n'est pas le cas en Afrique. Ce n'est pas le cas en Afrique tout simplement parce que l'Afrique est gangrénée par le terrorisme. L'Afrique est gangrénée par des conflits interétatiques. L'Afrique est gangrénée par des États en interne qui coupissent dans une grosse instabilité. À partir de là, on répond très facilement à votre question. Je peux vous dire que l'institution d'Addis Abeba ne peut rien. L'Union africaine ne peut rien, tout simplement parce qu'elle n'existe que sur du papier. Parce que lorsqu'on fait le parallèle même avec l'Union européenne, comment est-ce qu'on reconnaît l'existence de l'Union européenne? Tout simplement à travers même le traité de Maastricht, qui a mis sur pied, aujourd'hui, on vous parle de 27 États. Aujourd'hui, on vous parle de l'espace Schengen, qui favorise la circulation des biens et des personnes. Aujourd'hui, on vous parle de ce marché unique européen. Aujourd'hui, on vous parle de la monnaie unique européenne. Voilà l'existence d'une institution. Aujourd'hui, en Afrique, on va vous baverser les oreilles tout le temps en vous parlant de l'Union africaine. L'Union africaine, pour moi, c'est juste un syndicat de chefs d'État unis pour défendre leur beefsteak. Raison pour laquelle des militaires comme ceux du Tchad ne peuvent pas écouter. Ils ne peuvent pas écouter tout simplement parce que, je vais dire même au Mali, ils ne peuvent pas écouter parce qu'au sein même de la société malienne, il n'y a pas de maturité politique. Les militaires l'ont compris. Raison pour laquelle ils ont pris le pouvoir. Très bien. Nous allons marquer une petite transition et revenir un peu pour parler toujours de ces questions qui écument l'actualité sur le continent africain. Pour le temps de rappeler d'ailleurs aux téléspectateurs qui sont à regarder la Tribune du continent, c'est votre magazine hebdomadaire d'information et d'analyse de l'actualité africaine par la rédaction de votre chaîne de télévision, notamment le Dex international, B-News, le Tam-Tam du continent. L'autre fait marquant de l'actualité cette semaine, c'est donc ce mea culpa. On est à demander qu'est-ce qu'on doit comprendre de ces aveux de la France et notamment de l'Allemagne. Il y a quelques jours encore, Emmanuel Macron s'est retrouvé au Mali. C'était pour parler des questions du génocide. Là-bas, la France reconnaît son implication, même si quelque part, elle a été présente, mais elle s'est dit non pas très présente sur le site des opérations.
Qu'est-ce qu'on doit comprendre par là? C'était mea culpa. Emmanuel Macron, je vais me retrouver certainement dans mes écrits, a dit, je cite, nous avons été présents, mais nous avons regardé la situation se dérouler. Donc, du coup, il plaide, on dirait, comme à la barre, il plaide coupable. Qu'est-ce qu'on doit comprendre par cet aveu? Est-ce un aveu pour mieux, pour reconnaître, mais surtout être accepté par les Africains qui, depuis un certain temps, nourrissent quand même un gros sentiment anti-français sur l'ensemble, la majeure partie des pays du continent? Henri Diabaté. Écoutez, vous savez, je vais d'abord féliciter le président Macron. On va dire pourquoi ça n'arrive que maintenant. Oui, on peut le dire. Mais je vais d'abord féliciter le président Macron parce qu'il y a quand même une réelle avancée de la France. Nous, on crie depuis, on tape depuis en disant que la France reconnaisse ses responsabilités dans la situation de l'Afrique. La France est hier pour beaucoup. Elle a joué un rôle dans la situation de l'Afrique. Mais nous ne restons pas prisonniers du passé. Donc on veut que, si la France veut un nouveau partenariat avec l'Afrique, elle veut une nouvelle relation avec l'Afrique, il faut un nouveau regard. Et ce nouveau regard demande de la contrition. Souvent quand on a fait une faute, on reconnaisse. Nous, on ne veut pas oublier nos propres fautes, nos propres responsabilités nous-mêmes. Parce qu'on a fait preuve de fourberie, de lâcheté, de faiblesse. Mais il faut que la France reconnaisse. Et aujourd'hui, vous savez, si le président Macron le dit aujourd'hui, la France vit une rivalité, une concurrence assez féroce en Afrique, avec de nouveaux adversaires sur le théâtre des opérations. Donc la France a intérêt à faire profil bas. Peut-être pas aller juste là, parce que le président Macron ne s'est pas excusé. Il a dit, oui. C'est vous avez suivi, c'est tout comme il dit un peu, la France a un rôle. Les mots en français ont une expression. Le président Kagame, ça satisfait le président Kagame. Et vous savez, il a tellement besoin de reprendre pied au Rwanda, parce que le Rwanda, c'est la porte d'entrée de l'Afrique australe, oui. À partir de l'Afrique centrale. Et il connaît l'influence, le rayonnement politique du président Kagame. Et il sait que c'est important, le président Kagame peut lui servir de tête, de proue à la France, aux intérêts français dans la zone. Donc, c'est clair que il dit, c'est très politique, il dit, nous reconnaissons notre responsabilité. Nous n'avons pas souvent écouté nos partenaires qui nous disaient, nous n'avons pas regardé dans la même direction que nos partenaires. J'ai suivi le reportage, je ne sais pas si je restitue fidèlement ces propos, mais il dit, nous n'avons pas regardé où nos partenaires nous disaient de regarder. Il dit, la France a un rôle, une histoire et une responsabilité politique au Rwanda. Elle est restée de fait aux côtés d'un régime génocidaire, mais n'a pas été complice. C'est une déclaration du président. Donc, c'était à Kigali, le 27, il y a quelques jours seulement, donc une vingtaine d'années après donc, le génocide de 1994. Oui, mais il y a, vous savez, l'histoire du Rwanda, le génocide rwandais reste tout entière. Il y a des zones d'ombre, il y a des interrogations profondes. Le président Macron n'a pas apporté de réponse, de lumière sur ces interrogations. Mais est-ce qu'en nous disant ainsi, ce n'est pas un petit soulagement quand même? Non, je pense qu'il a évolué, la position française a évolué. Lui, avant l'élection, il a dit, il reconnaissait le rôle néfaste de la colonisation française en Algérie. C'est déjà une avancée. François Hollande au Cameroun a dit que la France a joué un rôle dans les massacres au Cameroun, mais il a dit on n'était pas seul. Donc, comme pour dire que on a fait, vous aussi, vous avez fait. C'est ça. Voilà. Comme on dit que les responsabilités sont partagées. Donc, vous comprenez. Mais c'est déjà des avancées. Moi, j'ai salué. Vous vous souvenez, Chirac, qui dit devant toute la France, il reconnaît la responsabilité de la police française dans les rafles du Vel d'hiver. C'était les policiers français qui livraient les Juifs. Les policiers français ont livré plus de Juifs à la Gestapo que la Gestapo ne l'a fait. Donc, vous comprenez que la police française, dans la rafle du Vel d'hiver, la police française a en masse livré des citoyens français à un pays qui était en guerre contre lui, contre elle. Donc, vous comprenez que le fait déjà que le président de la République le reconnaisse, c'est très important. Je pense que ça fait avancer le dialogue
entre les peuples, le dialogue des cultures, ça permet aux gens, ça baisse un peu la tension. Donc, si les Français le disent au Rwanda, reconnaissent déjà un début d'effort, c'est-à-dire il y a déjà un effort de reconnaissance du rôle joué par l'armée française là-bas, l'opération turquoise, qui a été déterminante dans la commission du génocide. C'est important, il y a une sorte de couloir dit humanitaire en fait qui permettait aux milices inter-Aoué de disparaître de la circulation sans être attaquées. Donc je pense que c'est déjà important. Maintenant, ça permettra, seule l'histoire va juger, seuls les historiens vont écrire et dénouer les chevaux des contradictions, mais en attendant, ça permettra aux politiques de bavarder. Vous voyez que ça va détendre la situation entre le Rwanda et la France. C'est important. Maintenant, nous espérons aussi que il en sera pour un pays comme le Cameroun. Il y a des choses qui sont passées et je discutais avec le chef du village de Momdibang, dont le village avait subi le bombardement de la mission catholique. Donc, ça, c'est là où on est là dans l'Union Ekele. Oui, on croyait que Rouben Nyobe était venu, s'était réfugié dans l'église. Et mais un acte comme ça ne peut pas passer par perte et profit. Il faut qu'il y ait une véritable enquête. Mais les Français vont nous dire, les autorités camerounaises se refusent à mener une enquête dessus. Mais pourquoi vous nous incriminez? Allez les voir. C'est ce que les autorités françaises vont nous répéter. Et maintenant, il faut que les historiens camerounais, il faut que la société civile camerounaise puisse rappeler le Cameroun, l'État du Cameroun à ses obligations, le devoir de mémoire. On ne peut pas construire un État lorsque on n'a pas lavé les taches de sang qui ont précédé l'indépendance du pays, qui ont conduit le pays à l'indépendance. En attendant, le Cameroun, autant de situations sur lesquelles il faut revenir. En attendant, le Cameroun, on est encore sur la question rwandaise, mais il faut aller un peu au-delà de cette sortie d'Emmanuel Macron. C'est quand même une vingtaine d'années après le génocide rwandais qui a fait, on l'a dit dans le reportage, plus de 6 000 morts, le temps donc des opérations sur le terrain avec beaucoup de Tutsis qui sont donc restés sur le plancher ou alors sur le carreau. Mais aujourd'hui, la question qu'on se pose, pourquoi seulement maintenant? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres visées? On sait qu'aujourd'hui, l'Afrique, et quelqu'un disait, l'Afrique est l'avenir du monde de demain. Est-ce que la France ne voudrait pas se positionner et rester toujours à l'avant-garde, en avant-garde, pour rester cette locomotive-là qui tire les autres, ou alors peut-être dire, il y a peut-être les autres, mais n'oubliez pas, nous sommes quand même le gardien du temple, celui qui a toujours été à vos côtés, dans les moments, les bons comme les mauvais. Dr Djibamou. En matière de diplomatie, on doit reconnaître à la France sa finesse et son efficacité. Et la diplomatie française est la plus rodée du monde, y compris les diplomates américains viennent s'abreuver à la sauce française. Donc le président Macron est dans une séduction diplomatique et dans son rôle, c'est un chef d'État. Et je suis tenté de dire avec un professeur que Macron l'Africain, parce que souvenez-vous, avant l'élection en France, il reconnaît le rôle de la France en Algérie, ce qui lui vaut d'ailleurs des critiques de la part de la gauche, et de l'extrême gauche, bref, de la doxa française, qui ne se reconnaissait pas dans cette vision-là. Ce n'est pas ce qui est enseigné dans les écoles là-bas. Les cours d'histoire ne disent pas que la France a joué un rôle négatif. C'est Macron qui, à Ouagadougou, a également interpellé l'Afrique à prendre son destin en main, la jeunesse africaine. Cette fois, il s'adressait vraiment à la jeunesse. En disant que l'Afrique n'est pas complètement rentrée dans l'histoire et qu'il était en plein. C'était Sarkozy. Il est venu à Ouaga pour régler le problème. C'est son premier contact en Afrique. Là, il rencontre des activistes camerounais notamment et des Africains. Il y a des problèmes en Afrique et il apporte sa contribution. Maintenant, il est au Rwanda et nous sommes au mois de mai, à 1 an exactement de l'élection présidentielle en France, qui aura lieu en 2022, donc en mai, et pour laquelle il est probablement dans 1 an exactement. Donc l'agenda est très bien choisi, c'est-à-dire que il faut, on sort d'une crise sanitaire
qui demande pour relancer l'économie française, l'économie européenne, parce que l'économie française est adossée sur l'économie africaine. Souvenez-vous que la semaine dernière, on parlait du sommet. Oui, il fallait soutenir les économies africaines, quelque peu ébranlées par la Covid-19. Voilà, avec pour prétexte le Soudan, qui n'arrivait pas à s'en sortir. Donc vous comprenez qu'on est dans le même sillage. Et l'une des résolutions, quand vous lisez le rapport final, vous comprenez que ça a été un moment de rapprochement entre le président Kagame et le président Macron. Et ils ont donc certainement programmé, préparé et tenu cette rencontre aussi avec les mots. Donc dites-vous que chaque mot est millimétré, est choisi. Et vous savez que Macron, en matière de mots et de lettres, il est très bien entouré. D'ailleurs, son épouse est professeur de français. Donc, on a parlé ici de l'excuse et de la reconnaissance, qui est totalement deux concepts diamétralement opposés. Donc, il faut comprendre la posture française aujourd'hui au Rwanda. Parce que si la boîte de Pandore est ouverte à partir du Rwanda, c'est le Cameroun, c'est la République démocratique du Congo, la Centrafrique. On va demander naturellement à tout ce monde de le faire. Mais la France, indéniablement, va arriver à cela. Parce qu'aujourd'hui, disons-nous, moi j'entends ça là, l'économie, la France a suffisamment emmagasiné des économies africaines pour vivre pendant 2000 ans encore sans avoir de problème. Il faut qu'on se le dise, c'est-à-dire en allant à un affrontement brutal face à la France, qui, du fait de votre richesse, a assuré la vie et l'avenir de ces générations sur 10 ans, alors que vous, chef d'État africain, vous n'arrivez même pas à assurer la sécurité de votre génération sur 2 générations. C'est vrai, hein? On n'arrive pas à gérer 2 générations. Donc on ne peut pas se mettre déjà, nous les Africains là, qui vivons au jour le jour, à penser cela. Donc je pense qu'aujourd'hui, on veut présenter, enfin une certaine opinion publique voudrait présenter le président Macron comme étant, on va dire, humilié. On a commenté les images de la main dans la poche du président qui se fait recevoir par un ministre à l'aéroport et voilà, et qui vient presque faire des genuflexions et tout. Mais c'est beau, ça, l'Afrique aime les émotions. Mais si vous en voulez, Macron, il vous en sait, c'est un marketiste, il ne fait que cela. Donc en réalité, redorer le blason à la France, c'est son travail. Mais nous autres, on attend la France sur d'autres chantiers. On attend la France notamment pour qu'elle intervienne, pour soutenir les familles africaines victimes, n'est-ce pas, de la Covid-19. Il faut qu'il y ait une solidarité mondiale pour apporter une assistance financière aux familles victimes de coronavirus. Dites-vous que le président Macron n'est pas allé au Rwanda les mains vides. Il est quand même allé avec 3 milliards. 3 milliards, oui. Voilà. Donc c'est déjà cela. Donc, et les familles de ces victimes vont certainement recevoir ça les jours qui viennent. Et les familles des Camerounais de l'ouest du Cameroun attendent aussi qu'après que le président Hollande ait dit que c'était une faute, qu'il y ait des réparations. Donc maintenant, qui juge de la complicité ou pas? Je crois qu'il y a eu un tribunal international sur le Rwanda qui s'est prononcé, mais pour juger uniquement les crimes contre l'humanité. Mais aujourd'hui, il y a eu un grand crime, c'est-à-dire un crime d'État. Et il faut donc qu'il y ait une autre juridiction qui se prononce sur le rôle que la France a joué. Vous comprenez qu'à ce moment, il faut interroger, il faut que la France déclassifie les documents diplomatiques du Quai d'Orsay pour que des juges africains puissent aller mener des enquêtes au sein du ministère français des Affaires étrangères. C'est pas impossible. Il suffit, je veux dire qu'il faut qu'on mène des réflexions vers cela pour comprendre le rôle. Donc le président Macron ne vient pas décréter l'innocence de la France par un discours. Il faudrait que ce soit acté par une décision de justice. Et pour y arriver, est-ce qu'il ne faut pas aujourd'hui, au-delà donc des politiques qui sont les chefs d'État africains et autres, est-ce que ce n'est pas aussi le rôle de veille à jouer par la société civile africaine que l'on sait est très mouvante, et très bouillante à certains endroits, mais qui malheureusement ne parvient pas toujours au but? Monsieur Constant Ecollet, déjà, je ne sais pas s'il existe une société civile africaine en tant que telle. Je sais qu'il y a une société civile structurée au Burkina Faso. Je sais qu'il y a une société civile structurée au Sénégal. Il y en a également dans d'autres pays. Lorsque j'ai mis ces 2 pays de côté, je cherche encore une société civile véritablement dense et structurée.
Ailleurs, les sociétés civiles sont inféodées par les hommes politiques. Et à partir de là, ce ne sont plus des sociétés civiles. Ou alors, ce sont des sociétés civiles multiformes. Mais maintenant, moi, je n'attends rien de Macron. Tout au moins, je garde en esprit l'idée selon laquelle, déjà c'est Guy de la Charrette qui le disait, les États n'ont pas d'amis, les États n'ont que des intérêts. Moi, je pense que Macron est venu reconnaître la responsabilité française dans le génocide rwandais, juste pour utiliser le Rwanda comme pont pour accéder aux matières premières en RDC. Parce que vous le savez, le Rwanda occupe le sud Kivu en RDC et il exploite le coltan. C'est grâce au coltan que vous avez le téléphone portable et tout ce que vous connaissez. Alors c'est pour ça que Macron est arrivé. Sinon, moi, je cherche à comprendre la plus-value du fait que Macron, aujourd'hui, reconnaisse la responsabilité française, de l'État français dans le crime au niveau du génocide rwandais. Mais maintenant aussi, ne perdons pas de vue, ne soyons pas naïfs. Macron ne vient pas en Afrique pour nos beaux yeux. Le docteur Djibamou parlait tout à l'heure de 3 milliards. C'est déjà quelque chose. 3 milliards tout de même. 3 milliards, pourquoi faire? 3 milliards, pourquoi faire? Il y a eu un génocide. Je ne sais pas comment on va le réparer, mais il faudrait se poser la question. Nous sommes ici en diplomatie. En diplomatie, vous avez le côté visible de l'iceberg, la partie visible. C'est quoi la partie qui n'est pas visible? Qui n'est pas visible. La question reste posée. Et nous allons faire un dernier tour de table puisque la réalisation nous signale que le temps qui nous est imparti est pratiquement arrivé à son terme. Le temps de rappeler que l'émission c'est La Tribune du Continent, tous les samedis, espace horaire, 21h, 22h30. C'est sur BNews One, le tam-tam du continent. Voilà donc, il y a eu toutes ces actualités. Aujourd'hui, la question qu'on se pose, l'Afrique, c'est les crises, c'est les coups d'État. Et en face, il y a l'Union africaine qui va quand même de temps en temps sur le terrain rencontrer avec à la tête de ces délégations d'anciens chefs d'État, mais toujours et toujours, le discours, lui, il n'est pas entendu. Qu'est-ce qui cloche? Il y a également ces questions aujourd'hui de financement même des économies africaines, notamment les pays en difficulté ou entre guillemets plus ou moins en difficulté, comme c'est le cas pour le Tchad. Qu'est-ce qu'on devrait faire aujourd'hui? Pour le Tchad, par exemple, est-ce qu'il va falloir que les uns et les autres sortent de l'argent pour aller soutenir la junte militaire au pouvoir qui assure la transition? Question de la mener, la convaincre à transmettre le pouvoir aux civils au bout des prochains 18 mois. Pour le Mali aujourd'hui, quel est le discours qu'on devrait tenir pour dire aux uns aux autres, vraiment l'armée, à un moment apprenez à rester dans les casernes, si oui, apporter un peu beaucoup plus de tonus et de notoriété, pour ne pas dire de personnalité à vos hommes politiques, pour que le pouvoir reste aux civils et que les militaires continuent à jouer leur rôle de sécurisation du pays. Dr Djibamou. Écoutez, l'Afrique a donc tous ces chantiers à embrasser. Et ces chantiers reviennent aujourd'hui à sa jeunesse qui est nombreuse et qui n'attend qu'à s'exprimer politiquement, à apporter sa part de solution à ces différents problèmes que vous avez soulevés. Le Tchad aujourd'hui a besoin que l'Afrique centrale se réunisse, vienne à son chevet et lui apporte son soutien. Le maréchal, il est très jeune, il n'a pas cette expérience que son père avait, il n'a pas cette autorité nécessairement, il faut qu'on lui vienne en aide. Les Maliens ont une culture essentiellement militaire. Ils ont pendant de nombreuses années été dirigés par des hommes en tenue et leur pays, qui fait aujourd'hui l'objet de plusieurs convoitises, a été presque détruit par le djihadisme et aujourd'hui constitue une sorte de terreau favorable au terrorisme et d'arrière-base aux djihadistes extrémistes. Donc aujourd'hui, l'Afrique souffre de tous ces terreaux, ces foyers de tension, ça et là, qui sont nés notamment en 2011 avec la déstabilisation de la Libye et le départ forcé du guide libyen Muammar Kadhafi. Nous avons l'Afrique du Sud qui tarde à prendre ses responsabilités parce qu'elle est dans le jeu des acteurs, les BRICS. Elle se réconforte ou se conforte dans sa situation actuelle, exit les Mandela, exit les Thabo Mbeki. Aujourd'hui, l'Afrique du Sud, son rôle, son leadership est naturel, est
sérieusement amoindri. Si vous prenez l'Égypte, l'Égypte aujourd'hui n'est plus en odeur de sainteté avec les autres États africains parce que l'Égypte n'est pas le modèle. Que ce soit Moubarak Hosni qui était un militaire et qui est arrivé au pouvoir par les moyens qu'on connaît, ou El Sisi qui est là actuellement, nous devons nous rappeler chaque fois qu'il y a le tout premier président démocratiquement élu d'Égypte qui croupit dans une prison simplement parce qu'il a une idéologie qui est contraire à la doxa. Voilà les chantiers de l'Afrique. Donc aujourd'hui, l'Afrique doit se réveiller. Elle doit se réveiller à travers ses leaders. Elle doit se réveiller pour mieux affronter ces réalités parce que en réalité, les autres pays, eux, ils ne vont pas nous attendre. On les abattus. Écoutez, l'Afrique a des chantiers. Ils sont importants les uns les autres. Mais je dis aux gens, on parlait de l'Union européenne tout à l'heure. L'Union africaine ressemble étrangement à l'Union européenne. C'est les mauvaises langues, c'est-à-dire les partis politiques extrémistes, d'extrême droite par exemple, ou d'extrême gauche, disent pas, en parlant de l'Union européenne, la bureaucratie de Bruxelles. Oui, c'est étrangement. Et cela a été dit pendant longtemps. Ici, on parle de la bureaucratie d'Addis Abeba. Oui, les fonctionnaires d'Addis Abeba, ce sont des fonctionnaires. Ils touchent le gros salaire, ils mangent, ils sont contents. Et ces gros salaires sont financés par qui? Par les autres. C'est l'Union européenne qui finance. Les Chinois construisent le siège et ils viennent, ils s'asseyent, on paye les salaires à la fin du mois. Le résultat est nul et négatif à la fin. Le vrai problème, c'est cela. Il faut sortir ça. Il faut qu'on se fixe un agenda. Il faut qu'on se fixe un agenda. L'Union européenne a eu le traité de Maastricht. A fait évoluer. Quand les gens avaient peur, ils disaient qu'on ne passait pour atteindre le traité de Maastricht. On est parti du traité de Rome pour celui de Maastricht. L'Union européenne a fait pas moins de 30 ans, 40 ans. C'est-à-dire c'était difficile parce que les résistances étaient fortes. Les gens disaient non, on ne peut pas accepter une structure supranationale qui viendra être au-dessus des intérêts nationaux. Donc, on va faire abandon, on va perdre nos réalités culturelles au profit de Bruxelles. N'acceptons pas ça. Mais ils sont parvenus jusqu'à Maastricht et ils essayent de rendre Maastricht bien. Chaque jour, de parfaire, de polir Maastricht. C'est important, tant sur le plan économique, la sécurité sur les frontières, le corridor au niveau des frontières et tout. Nous aussi, ayons peur, essayons de rentrer dans l'histoire. Nos dirigeants manquent de leadership. Essayons de rentrer dans l'histoire. Essayons de rentrer dans l'histoire. Essayons de rentrer dans l'histoire. C'est donc ce que martèle et appelle de tous ses voeux M. Diabaté Mandin, qui est donc journaliste, historien et écrivain. Pour finir, qu'est-ce que les Africains doivent faire aujourd'hui? Sortir de l'étape des discours et acter tout simplement, parce que Tchinou Tchébéa disait il ne faut pas toujours parler, il faut véritablement acter pour le bien des générations futures. Tout à fait, Constant. Et pour acter ici, il faudrait que l'Afrique invente son modèle de développement. Et pour inventer son modèle de développement, l'Afrique doit arrêter de regarder sur le rétroviseur, à travers le rétroviseur. De moins en moins regarder sur le rétroviseur. Mais beaucoup plus regarder au niveau du pare-brise avant. Parce que c'est au niveau du pare-brise avant que se situent les enjeux du monde moderne. Les enjeux du monde moderne sont donc à regarder dans le pare-brise avant et non regarder dans les rétroviseurs. Question d'être nostalgique. Il faut désormais sortir des sentiers battus, regarder cette Afrique qui veut être positive. Cette Afrique qui a beaucoup de minéraux, beaucoup de capacités à se développer, devrait donc avoir la possibilité de réunir ces hommes, ces personnalités et les voir converger leurs idées dans le bon sens. Le bon sens, celui de la modernisation et de la préparation de l'Afrique pour les générations futures. C'était la tribu du continent sur le tam-tam du continent, BNews One. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Votre émission est là tous les samedis, espace 21h, 22h30. Bonsoir.